Trump s'est complètement coincé dans une impasse. Et comme le monde est trop distrait pour s'en rendre compte, à cause des absurdités quotidiennes de la diplomatie irano-américaine, nous ne pouvons même pas aborder les conséquences plus profondes que cela a sur l'ensemble des négociations. Vous voyez, quand les prix de l'essence augmentent, ils mettent du temps à redescendre. Et même si les élections de mi-mandat sont encore dans plusieurs mois, nous en sommes au point où les prix de l'essence resteront élevés lors des élections de mi-mandat en novembre. Historiquement, cela a été mauvais pour les partis au pouvoir. Nous ne pouvons pas arrêter cette conversation. La négociation en temps de crise mène souvent à des relations inattendues, et c'est ce que nous avons ici. Moins l'Iran pourra contrôler les résultats électoraux en novembre, plus l'administration Trump pourra faire pression lors des négociations. L'idée de base est que l'Iran n'a du poids que si ses actions peuvent aider ou nuire à Trump, et il est en grande partie trop tard pour cela concernant les élections de mi-mandat. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par examiner quelle sera probablement la trajectoire des prix de l'essence en novembre et pourquoi ces prix élevés persistent. Je vais ensuite examiner ce que la science politique dit sur la réaction des électeurs aux conditions économiques avant les élections. Petit indice, ce n'est pas bon pour Trump. Et enfin, nous examinerons ce que cela signifie pour les négociations plus larges avec l'Iran. Commençons par envisager la direction probable des prix du pétrole. C'est un problème intéressant sur le plan logistique et technologique, mais c'est en fin de compte le prélude aux problèmes politiques. Je vais donc garder mon énergie pour les prochaines sections. Le problème de base, c'est qu'on ne rétablit pas simplement le prix du pétrole à son niveau d'avant-guerre après la fin d'un conflit. L'explication habituelle que vous entendrez pour cela, c'est quelque chose du genre « Eh bien, évidemment, les compagnies de pétrolières sont gourmandes et veulent soutirer chaque centime possible aux consommateurs. » Même si les compagnies pétrolières cherchent à maximiser leurs profits, c'est le but d'une entreprise, ce sont les forces du marché qui entraînent la lente baisse des prix. L'explication approfondie se divise en 4 parties. Premièrement, un règlement est une condition préalable à tout autre événement. Vous avez sans doute remarqué que j'ai cessé d'évoquer les événements quotidiens des négociations avec l'Iran. Ce n'était pas un choix aléatoire, c'était délibéré de ma part. Des semaines avant que j'arrête, c'était déjà devenu une situation où il fallait observer sans écouter. La discussion médiatique autour de cela a néanmoins persisté. Eh bien, laissez-moi résumer les choses à ma manière habituelle. Je ne vois rien progresser sur ce front. Parce que les négociations internationales sont douloureusement opaques, il est encore possible que demain, il y ait une percée. Je ne conseillerais pas d'y penser pendant votre temps libre. Néanmoins, il y a la conséquence pratique que les prix ne pourront pas commencer à baisser tant que cela ne sera pas réglé. Une fois l'accord conclu, le détroit devra encore rouvrir. Certaines estimations très pessimistes évoquent un délai de 6 mois pour que cela arrive. Après tout, l'Iran a peut-être posé des mines là-bas. Il faudra une éternité pour toutes les retrouver. D'accord, mais ce n'est pas le but ici. Le but est d'ouvrir un corridor où les navires peuvent passer en toute sécurité et de suffisamment rassurer les assureurs pour qu'ils considèrent quant à la situation comme praticable. Cela demandera beaucoup moins de travail que de créer une voie navigable totalement sûre. Je tiens également à souligner que l'Union européenne fera partie de ce processus pour aider à accélérer les efforts de déminage. Je le dis depuis le premier jour, malgré de nombreux commentaires affirmant que je ne savais pas de quoi je parlais et que l'Europe ne s'impliquerait jamais dans les mésaventures de Trump. Mais comme je l'ai également dit depuis le premier jour, ce n'est pas ainsi que fonctionne le piège. Le piège, par définition, c'est forcer un partenaire à faire quelque chose malgré vos mésaventures. L'Europe agira pour faire baisser les prix de l'énergie. Sinon, les conséquences électorales seront désastreuses. Nous en reparlerons dans une minute. Et si vous doutez encore du rôle inévitable de l'Europe ici, je vous invite à consulter les actualités. L'Union européenne a déjà instauré la plupart des mécanismes nécessaires et attend seulement de pouvoir agir dès qu'il y aura des garanties qu'ils ne seront pas visés. Mais si vous l'avez manqué, ce n'est peut-être pas votre faute. Les médias de droite couvrent généralement plus les actions de l'Europe dans ce domaine, car cela donne un angle quelque peu positif sur la guerre. Vous savez, si seulement il existait un moyen de s'assurer que vous obtenez vos informations auprès de différentes sources. Attendez, il y en a un. C'est le sponsor récurrent de la vidéo d'aujourd'hui, Ground News.
Leur onglet « Angle mort » couvre ce que les deux côtés du spectre politique manquent, vous donnant une perspective à la fois sur ce que vous ratez et sur ce que vous voyez peut-être plus que vos amis de l'autre bord. J'aime consulter mon briefing quotidien qui résume chaque matin les principales actualités. Ici notamment sur le président iranien voulant démissionner et l'Ukraine cherchant une licence pour fabriquer des missiles Patriot. Et en allant sur ground.news/lines sur ground.news/lines on maps ou en scannant le code QR affiché à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un plan Vantage. Cela vous donne accès aux fonctionnalités que je vous ai montrées ici et à bien d'autres encore. Alors merci encore à Ground News pour leur soutien continu à cette chaîne. Les problèmes restants pour établir les prix du pétrole sont plus techniques. En nous concentrant sur l'offre émergente et utilisable, nous rencontrons aussitôt certains problèmes. Fait amusant, la guerre détruit des choses. Des infrastructures comme les raffineries du Golfe, l'extraction initiale ou les terminaux d'exportation lançant le transport du carburant vers le consommateur final. La plupart de tout cela ne sera pas reconstruit d'ici le mois de novembre. Donc non, nous n'aurons pas les 20 millions de barils de pétrole qui transitent par le détroit d'Ormuz d'ici la prochaine élection. J'ai un autre point subtil à propos de cela. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, l'Iran frôlait sa capacité maximale de stockage de pétrole. Eh bien, l'Iran n'a pas exporté de pétrole en dehors du détroit entre-temps. Il fallait donc un changement là-bas, et il est probable que l'Iran ait dû fermer certains puits. C'est aussi quelque chose qui ne peut pas simplement redémarrer après la réouverture du détroit. Enfin, il y a le problème des réserves. Je sais que cela peut sembler difficile à croire, mais les prix du pétrole ont été partiellement contenus ces 3 derniers mois. Les pays ont constaté la baisse de l'offre et ont libéré des réserves stratégiques de pétrole sur le marché. Au 13 mai, le dernier jour pour lequel nous avons des données, 164 millions de barils avaient été libérés. En projetant cela jusqu'à aujourd'hui, nous serions à environ 200 millions, soit à peu près la moitié de ce que les pays se sont engagés à rendre disponible. Cela équivaut à environ 11% de l'approvisionnement perdu. Quand le pétrole quittera Hormuz, ces pays cesseront de puiser dans leurs réserves stratégiques, ce qui compensera en partie la variation de l'offre. Bien plus tard, ils commenceront à reconstituer leurs réserves, ce qui gonfle artificiellement la demande. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les prix du pétrole tardent à revenir à leur niveau de base. La seule réserve que je dois ajouter pour l'avenir, c'est que mettre fin à la guerre à n'importe quel moment entre maintenant et novembre apportera un soulagement immédiat au marché pétrolier. Et plus il y aura de temps entre un accord et l'élection, plus les prix baisseront. Ainsi, les négociations avec l'Iran continueront d'influencer les prix de l'essence. C'est juste que l'ampleur du soulagement est limitée avant novembre. D'accord, maintenant que nous avons établi que les prix de l'essence mettront beaucoup de temps à redescendre vers les niveaux d'avant-guerre, parlons de l'effet que cela aura sur les élections de mi-mandat de 2026. Maintenant, il pourrait être tentant de déclarer que la situation est évidemment mauvaise pour l'administration Trump, puis d'en rester là. Vous savez peut-être pourquoi la situation est mauvaise, surtout concernant les prix de l'essence. Si vous vous souvenez de la crise pétrolière de 1979 et de ce que cela a fait à la tentative de réélection de Jimmy Carter. Petit indice, Reagan a été élu président. Mais d'une certaine manière, la réalité de la situation est pire à certains égards et meilleure à d'autres que ce que l'on pourrait croire. En général, nous passons beaucoup de temps dans ces vidéos à discuter de ce que signifie agir de manière stratégique. Et cela a beaucoup de sens lorsque notre attention se porte sur les décisions prises au niveau des dirigeants. Je sais que les guerriers du clavier aiment se moquer des dirigeants en disant qu'ils sont mauvais dans leur travail, mais il est difficile de rester longtemps au pouvoir sans avoir une bonne intuition de ce qui est sage et de ce qui ne l'est pas. Lorsque des choses absurdes ont tendance à se produire, c'est généralement parce que soit les dirigeants sont confrontés à des contraintes institutionnelles qui les empêchent de prendre de meilleures décisions, soit leurs préférences ne correspondent pas à ce que le public souhaite ou à ce qui importe traditionnellement aux dirigeants. En revanche, je ne me fais aucune illusion sur le fait que l'électeur moyen se comporte de manière stratégiquement réfléchie. Le vote a lieu trop rarement et l'impact marginal qu'a le vote d'une seule personne est trop minime pour que les électeurs aient des mêmes intérêts à mieux voter. Les électeurs montrent diverses bizarreries comportementales à chaque élection. Les études sur ces effets concernent généralement les élections présidentielles, mais faites-moi confiance. Les mêmes problèmes surgiront lorsque les élections de mi-mandat feront office de référendum sur le président.
Et c'est bien le cas. La bizarrerie la plus connue est que les électeurs se préoccupent surtout des récents événements économiques. Cela diffère d'une approche globale de ce que le candidat a réalisé durant son mandat. Et ne faisons même pas semblant de croire que l'électeur moyen essaie d'établir un point de référence pour comparer le candidat, au lieu de simplement regarder si le chiffre augmente ou diminue. Par exemple, une croissance économique de 10% l'an dernier importe moins si l'économie stagne cette année. À des fins électorales, une croissance nulle l'an dernier et 10% cette année est préférable, même si économiquement, la situation serait pire dans ce cas. En réalité, si vous avez suivi tout le drame autour du contrôle de la Réserve fédérale, et donc la capacité de fixer les taux d'intérêt, tout cela commencera à avoir du sens. Les présidents ont de fortes incitations à stimuler l'économie à la veille des élections, au détriment de la santé à long terme du pays. L'indépendance de la Fed est cruciale pour l'éviter. De plus, si la situation économique générale était tellement bonne qu'un président ordinaire pouvait obtenir une croissance de 20%, ce président hypothétique ne serait pas vraiment sanctionné. Il a quand même fait croître l'économie de 10%, même si c'était 2 fois moins bien que ce que ça aurait dû être. L'électeur moyen ne se fixe toujours pas de point de comparaison. 10% de croissance, c'est un chiffre important, c'est l'essentiel. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle pour Trump. Les indicateurs économiques restaient incorrects pour 2025, malgré les tentatives de Trump de provoquer une catastrophe par des menaces constantes de droits de douane. Mais cela n'aura aucune importance pour les élections de mi-mandat de 2026. Par ailleurs, la situation n'est pas aussi négative pour Trump qu'elle en a l'air, pour plusieurs raisons. Premièrement, à l'ère moderne de la polarisation politique, il y a de toute façon moins d'électeurs indécis. Ainsi, le pourcentage de personnes susceptibles de changer d'avis qui seront effectivement influencées est élevé, mais elles sont moins nombreuses qu'il y a 30 ans. Deuxièmement, et je sais que cela va sembler bizarre, mais Trump sera principalement puni à cause de la hausse des prix de l'essence. Il sera moins puni en tant que responsable de la hausse des prix de l'essence. En somme, des prix élevés nuisent à Trump, peu importe la cause. C'est amusant, car les présidents sont souvent blâmés pour la hausse des prix de l'essence alors qu'ils la contrôlent à peine. Désormais, dans la seule situation où le président contrôlait vraiment ses prix, la situation s'est inversée. Et pour revenir à un point évoqué plus tôt à ce sujet, c'est la raison pour laquelle l'Europe aidera à ouvrir le détroit. Même si les électeurs européens n'aiment pas l'idée que leur pays aide Trump, ils puniront les dirigeants européens pour la hausse des prix du gaz, même s'ils ne sont pas responsables de cette affaire. Pour réitérer, aux États-Unis, il y avait une voie claire pour éviter ce problème. Il suffisait de ne pas faire la guerre à l'Iran. Un grand nombre d'électeurs voteraient contre les républicains simplement parce que les prix de l'essence sont élevés, que cela soit dû à la guerre contre l'Iran ou à une catastrophe ayant affecté les raffineries de la côte du Golfe mise du à l'arrêt. Je sais que cela va te sembler étrange. Cependant, du fait que tu regardes cette vidéo, tu es un électeur très informé et probablement dans le 90e percentile sur cette échelle. Tu es atypique dans le bon sens, et ta compréhension de ces questions diffère de celle de l'électeur moyen. Je dirais cependant que la guerre avec l'Iran est un enjeu très saillant, donc l'effet d'atténuation ne sera pas aussi fort que si Trump avait suivi une politique plus subtile, qui aurait mené à la même augmentation des prix. Enfin, il est probable que les prix de l'essence baisseront d'ici novembre. Les électeurs font en réalité attention aux variations au moment de l'élection. Ce sera mieux pour Trump si le prix de l'essence est à 4 $ et a baissé de 25 cents la semaine dernière, que si le prix de l'essence est à 4 $ et a augmenté de 25 cents la semaine dernière. En résumé, la situation semble assez mauvaise pour Trump, du moins sur ce point, et ce du moins peut vous indiquer où nous allons à partir d'ici. En effet, pour finir, nous devrions prendre du recul et comprendre comment cela affecte les enjeux plus larges des négociations avec l'Iran. Permettez-moi de commencer par une mise en garde. Je ne veux pas suggérer que je sais quel blocage dans les négociations maintient la guerre économique et les opérations militaires limitées en cours. Nous pourrions avoir une longue conversation sur les préoccupations intérieures de Netanyahou concernant les poursuites judiciaires après la fin de la guerre. On peut aussi relier cela au piège dans lequel se trouvent les États-Unis. Ensuite, il y a les avantages personnels de Trump. Surtout, cela empêche les médias et le Congrès d'enquêter sur d'autres sujets. Le Pentagone pourrait être très préoccupé par les armes nucléaires et l'évolution du rapport de force.
En observant les propositions de l'Iran, on voit que les deux parties ne peuvent s'accorder sur l'issue attendue de la guerre. Je précise aussi que sans connaître la friction dans la négociation, on ne peut pas comprendre comment la modification de l'environnement de négociation influence les attentes sur la guerre et la paix. Mais je peux dire que le principal effet de le maintien de prix élevés du gaz au-delà de novembre est de renforcer la position de négociation de Trump. Soyons clairs, je ne dis pas que cela profite à l'administration Trump ou aux Américains. Le bien-être de ces deux partis inclut également les résultats électoraux et la richesse économique. En fait, je parle simplement des résultats de négociations bilatérales à somme nulle entre les États-Unis et l'Iran. Dans le modèle canonique, le coût de la guerre est un coût d'opportunité. Les pertes des combats s'ajoutent aux bénéfices de la paix. On peut penser que Trump s'intéresse aux élections de mi-mandat de 2026 car elles influenceront sa capacité à faire adopter des lois pendant les 2 années suivantes et le nombre d'assignations à comparaître du Congrès auxquelles il devra faire face. Il ne se préoccupe pas non plus de ce qui arrivera d'ici 2028, car ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Ainsi, pendant un certain temps, Trump a très bien pu avoir intégré un coût de guerre plus élevé. L'Iran aurait pu exploiter ces difficultés lors des élections de mi-mandat pour obtenir un meilleur accord. À ce stade cependant, et contrairement à ce qui se passe le long du détroit, cette occasion est passée. Ou du moins, elle est en grande partie passée. L'Iran a perdu le levier que lui donnait la menace car Trump est déjà coincé avec le problème d'une manière ou d'une autre. Visuellement, cela signifie une baisse de la ligne de coût des États-Unis, augmentant le minimum que l'administration Trump accepterait. Maintenant, on peut supposer que l'Iran était au courant de tout cela et a laissé faire malgré tout. Cela suggère que l'Iran pensait qu'un conflit prolongé restait préférable, ce qui pourrait indiquer qu'il reste encore beaucoup de temps avant la fin de la guerre. Notez toutefois qu'une telle prédiction peut ne pas s'appliquer si l'on considère une friction de négociation clairement définie. Par exemple, si l'Iran croyait à tort que l'administration Trump céderait il y a un mois parce qu'elle est particulièrement vulnérable aux répercussions politiques des élections de mi-mandat, alors l'offre rejetée indique à l'Iran ce qu'il doit savoir pour conclure un accord. L'Iran a mal calculé et doit maintenant corriger son erreur. Le fait que l'Iran s'en sorte maintenant moins bien n'est qu'un effet secondaire. Cependant, les conséquences d'une marge de négociation plus étroite pourraient tout de même l'emporter, nous laissant plus éloignés d'un accord qu'auparavant. C'est un énorme gâchis théorique. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Nous sommes arrivés à un point où il est presque impossible que les prix du gaz retrouvent leur niveau d'avant-guerre d'ici novembre. Les recherches sur les prix du gaz, l'économie en général et les élections indiquent que les derniers mois de signaux avant une élection comptent bien plus que la situation économique globale, ce qui est un mauvais signe pour Trump. Les seuls points positifs sont l'intérêt des électeurs pour l'économie et la forte polarisation politique actuelle. Quoi qu'il en soit, la conséquence étrange du fait que l'administration ait perdu espoir pour les élections de mi-mandat est qu'elle dispose désormais d'un pouvoir de négociation bilatérale plus fort vis-à-vis de l'Iran. Merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez sur ground.news/lines-on-maps ou scannez le code QR affiché à l'écran pour bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur un abonnement Vantage. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.